Il avait alors 14 ans quand ça lui est arrivé. Mayol était chez lui et ça se passe un soir dans un petit village de campagne en Vendée. Il se faisait tard et il était en train de travailler dans sa chambre à son bureau. Il était aux alentours de 21h30, 22h. Mayol était donc en train d'apprendre son cours tranquillement avec de la musique en fond. Ils étaient deux dans la maison, son frère et lui-même. Son frère était en train de réviser dans sa propre chambre au 2e étage, et la chambre de Mayol était au 1er. Tout était calme, il avait la tête dans ses cahiers, quand il a alors entendu un bruit assez audible qui venait du dehors de sa chambre, comme des bruits de pas. Il n'y prête pas grande attention, car il était en plein travail et car il n'était pas plus inquiet ou intrigué que ça par ce bruit. Sa maison est assez vieille et grande, avec 2 escaliers de part et d'autre. Un grand qui partait du rez-de-chaussée, qui passait devant la porte de sa chambre et qui allait jusqu'au 2e étage. Le 2e était un ancien escalier de service, donc plutôt petit, et il ne l'empruntait que très rarement. Il partait du niveau de la cuisine au rez-de-chaussée et n'allait que jusqu'au 1er étage, et ça donnait justement devant une porte qui donnait accès à sa chambre. Du coup, en fait, il avait 2 portes d'entrée dans sa chambre. Mayol s'était déjà replongé dans ses cours et il avait déjà oublié l'anomalie. À ce moment, il entendit à nouveau un bruit de plancher qui craque, venant du fameux escalier de service que personne n'utilisait. Un bruit de bois sur lequel on aurait marché. Il a tout de suite été surpris puisque son frère était toujours dans sa chambre et parce que ses parents étaient à un dîner ce soir-là et ne rentraient que tard la nuit. Il mit donc sa musique en pause pour mieux prêter attention à ce qui se passe, et à cet instant les bruits de pas stoppèrent net, comme si la personne qui marchait s'était arrêtée pour ne plus faire de bruit et pour mieux écouter. Mayol se fiche de peur et réfléchit à ce qu'il doit faire. Il se dit que le plus intelligent c'est d'aller voir son frère. Il sort alors sans faire de bruit de sa chambre avec la porte qui donne sur l'escalier principal, donc à l'opposé d'où est venu le bruit, et il monte silencieusement dans la chambre de son frère à l'étage. Pendant qu'il est dans le grand escalier, alors qu'il rejoint la chambre de son frère, il entend les bruits de pas reprendre dans l'escalier de service. Il se précipite et rentre rapidement dans la chambre de son frère et lui explique en panique ce qu'il vient de vivre. Son frère ne l'a pas vraiment pris au sérieux, mais il a vu l'air inquiet de Mayol et pour le rassurer, il a bien voulu aller voir ce qui avait fait ces bruits. Au cas où, il a alors pris son couteau qu'il avait dans sa table de nuit et a commencé à descendre le grand escalier. Mayol s'est à nouveau retrouvé tout seul et il a encore une fois commencé à paniquer. Il respirait à peine et écoutait attentivement les moindres sons qui venaient de derrière la porte. Son frère cherchait encore d'où venaient les bruits, il l'entendait dans la maison et ça faisait quelque temps qu'il était descendu. Mais il n'y avait plus le bruit des autres pas qu'il avait entendus avant. Il espérait que c'était uniquement le bois qui grinçait ou qui travaillait à cause du temps, car si ça venait de toute autre chose, ce serait beaucoup plus inquiétant. Les secondes passent, et d'un coup il entend des pas précipités, puis à nouveau le silence, comme si quelqu'un avait couru dans la maison et s'était caché. Mayol est en panique et ne comprend plus rien. Après ça, il n'entend plus aucun son, même plus les pas de son frère. Il hésite à descendre, ne savant pas ce qui se passe en bas, mais écoute toujours à la porte à la recherche du moindre bruit. À ce moment, il entend une porte claquer violemment et des bruits de pas qui courent vers l'extérieur. Mayol était complètement affolé, mais il a quand même essayé de voir si les bruits de pas ne revenaient pas en direction de la maison. Après avoir eu la confirmation que la zone était sans danger, il descend de la chambre. Et avec son frère, ils ont donc inspecté toute la maison pour voir s'il manquait quelque chose. Ils n'ont finalement rien trouvé de suspect, à part la porte arrière de la cuisine qui était grande ouverte. Ils se sont alors demandé si c'était bien un cambrioleur qui était rentré, ou sinon ce que voulait l'intrus. Ils ont donc appelé leurs parents pour les prévenir, et ceux-ci sont alors rentrés plus tôt que prévu à la maison. Ils ont fait le tour du jardin mais n'ont trouvé aucune trace, ni rien de suspect. Mayol nous dit que depuis ce jour, rien de bizarre ne s'est repassé chez eux, mais qu'il garde un grand souvenir de ce soir-là, où il a eu l'une des plus grosses peurs de sa vie. Max avait 31 ans au moment des faits, et il recherchait une nouvelle voiture à ce moment-là, la sienne l'ayant un jour lâchée en plein milieu de la route. Il a donc décidé de regarder les annonces de voitures sur Le Bon Coin en espérant trouver une voiture qui lui plairait. Il tombe alors sur une petite Alfa Romeo rouge très sympathique, et il contacte le vendeur pour se renseigner sur le véhicule. Il passe par le site pour le premier contact avec le vendeur, au sujet de la voiture, et tout semble normal. La voiture est propre, peu de kilomètres au compteur, et le vendeur est sympa lui aussi. Ils conviennent rapidement d'un rendez-vous pour voir la voiture et éventuellement l'acheter. Le jour du rendez-vous, Max, seul dans la voiture qu'un ami lui a prêtée pour l'occasion, est sur la route et se rend rapidement compte qu'il ne se dirige pas du tout dans un lotissement comme lui avait dit le vendeur. Il y prête pas plus d'importance et continue à conduire.
Arrivé près du lieu de destination, il voit au loin une petite maison ainsi que l'Alfa Romeo rouge de l'annonce. Il ralentit puis s'arrête. Une fois sorti de la voiture, il a un mauvais pressentiment. Le vendeur n'est pas là et il est en plus injoignable. Il attend quelques minutes à l'extérieur et remonte dans la voiture de son pote. Il regarde le rétro intérieur et là il voit une camionnette blanche arriver. Il se dit « Chouette, c'est enfin le vendeur, il a juste dû avoir du retard ». La camionnette s'arrête devant l'Alfa rouge, mais étonnamment personne ne vient à sa rencontre. D'un seul coup, les portières s'ouvrent et sortent 4 hommes habillés en noir de la tête aux pieds. Et l'un d'eux tient une corde à la main. Mais ce que Max n'a pas précisé, c'est qu'il faisait froid à ce moment-là, et qu'il avait donc déjà mis le contact dans la voiture afin d'avoir du chauffage, et c'est ça qui l'a sauvé. Il a eu le réflexe de retirer le frein à main et d'écraser la pédale d'accélération. Il a pu du coup partir le plus vite possible de là. Pour le retour, il a préféré prendre un chemin plus long pour rentrer chez lui, histoire de voir si les 4 hommes l'avaient suivi ou pas. Une fois de retour à la maison et enfin à l'abri, il retourne voir l'annonce sur Le Bon Coin et signaler le vendeur. Mais celle-ci n'existe plus. Elle a été supprimée, prouvant que l'annonce était en réalité un piège. L'histoire de Nina se passe pendant les vacances de la Toussaint et elle nous dit que ça l'a tellement traumatisée qu'il fallait absolument qu'elle en parle à d'autres personnes. Nina nous dit qu'elle est en terminale et que c'est sa dernière année de lycée, qu'elle a bossé tout le début de l'année comme une forcenée et qu'arrivée à la Toussaint, elle a bien envie de prendre une petite pause pour elle, et que c'est également la période de son anniversaire. C'est justement pour cet événement que toute sa famille s'est réunie pour lui offrir un gros week-end de vacances de 4 jours quelque part en France. Sa famille s'occupe de tous les préparatifs et a donc loué un Airbnb dans un quartier assez cool où il y a pas mal de jeunes étudiants. Nina nous dit que les 2 premiers jours se passent bien, que elle et sa copine Tara n'étaient pas sorties le premier jour étant donné qu'elles avaient cherché le Airbnb toute la journée avec leurs grosses valises et qu'elles ont pris du temps pour visiter et faire les courses pour leur week-end. Donc le deuxième jour, elles ont rattrapé toute cette fatigue en dormant toute la matinée et le début de l'après-midi. Le soir, du coup, elles décident d'aller dans un bar conseillé par un pote, qui est assez sympa d'après lui. Avant de sortir, elle se prépare et là, la copine de Nina, donc Tara, lui propose de fumer une cigarette pour se mettre dans l'ambiance. Nina lui dit que ce serait sympa et décide donc d'aller chercher dans son sac. Elle cherche mais se rend compte que ses feuilles sont pas là. Elle ne les trouve pas et ayant la flemme de chercher pendant des heures dans toutes ses affaires, elle décide d'aller demander au voisin, qu'elle a vu et qu'elle a trouvé d'ailleurs mignon en arrivant. Nina arrive donc devant la porte du voisin, elle toque, et après un court instant, quelqu'un vient lui ouvrir. Sauf qu'à ce moment-là, elle se rend compte que c'est plus la même personne, donc le fameux garçon de 20 ans qui lui ouvre la porte, mais plutôt un homme plus âgé d'une trentaine d'années qui a l'air complètement défoncé. Nina est surprise mais elle ne lui montre pas. Elle demande poliment s'il n'a pas des feuilles à rouler. À ce moment, l'homme lui demande si elle veut des petites ou des grandes feuilles, et Nina répond tout simplement que c'est pour fumer une cigarette. L'homme rigole et lui demande si elle veut rentrer avec lui pour chercher le paquet de feuilles. Elle lui répond poliment que non, et qu'elle va attendre simplement ici. Nina attend, et pendant qu'elle patiente, elle jette rapidement un regard à l'intérieur de l'appartement. À ce moment-là, Nina nous dit qu'elle a eu un frisson qui lui a parcouru tout le corps, car elle voit sur le sol de l'appart étalées des affaires de femmes, et que c'est précisément des sous-vêtements féminins et de petites filles. Elle se dit que si cet homme est père, la petite fille n'est pas forcément entre de très bonnes mains. À ce moment, l'homme revient, lui donne le paquet de feuilles à rouler, disant à Nina qu'il en a plein. Nina le remercie et elle s'en va. Après ça, les 2 jeunes filles vont au bar et Nina raconte tout à Tara. Elles rigolent et voient ça avec humour et se disent que c'est vraiment n'importe quoi. Elles prennent pas la situation plus au sérieux. Vers 1h du matin, elles reviennent un peu éméchées, elles rentrent dans le bâtiment, mais arrivées devant la porte, elles se tétanisent. De la musique sort de l'appartement, alors qu'elles étaient sûres de l'avoir fermé et d'avoir tout éteint. Nina nous dit que c'est elle qui avait le moins bu et qu'elle se sentait du coup plus responsable que Tara, et décide donc de mettre tout doucement la clé dans la porte pour regarder. Elle nous dit que l'avantage de l'appartement est qu'il est tout petit et qu'elle en a rapidement fait le tour. La porte donne donc sur l'arrière du canapé qui fait face au balcon. Nina entrouvre la porte et son cœur se fige. Le spectacle qu'elle voit lui coupe le souffle. Le voisin de tout à l'heure, à qui elle avait demandé un paquet de feuilles à rouler, était dans leur salon, torse nu au milieu de la pièce, en train de danser doucement les yeux fermés. Elle nous dit que l'appart puait différentes substances illicites et que l'homme doit être à nouveau complètement défoncé. Sauf qu'à ce moment, elle aperçoit un truc qui lui glace encore plus le sang. L'homme avait posé des sous-vêtements par terre et ils étaient complètement froissés. Elle nous dit qu'elle n'imaginait pas ce qu'il avait pu faire avec. Nina essaie de garder son sang-froid le temps de fermer la porte à clé, tout aussi doucement que possible, et les 2 filles vont se cacher dans l'escalier. Elle nous dit que maintenant qu'elles sont un peu plus en sécurité, elles en profitent pour appeler la police.
Elle garde un œil sur la porte et la police arrive rapidement, à peu près 10 minutes après. Elle leur explique ce qui se passe et monte directement en direction de l'appartement. Ils ouvrent la porte et chopent directement l'homme qui était toujours en train de fumer et de danser. Après lui avoir mis les menottes, ils le ramènent au poste et Nina nous raconte qu'elles se sont barricadées dans l'appartement avec Tara où elles ont malheureusement pas fermé l'œil de la nuit. Le lendemain, les policiers les rappellent et leur expliquent que malheureusement ils vont relâcher l'homme car ils ne peuvent pas l'inculper s'il n'y a pas de plainte et s'ils n'ont rien de plus concret pour le garder. Sauf que les deux filles avaient beaucoup trop peur de la réaction de leurs parents s'ils apprenaient ça, alors que c'est pas elles les fautives. Elles demandent donc aux policiers de le garder le temps de leurs vacances, jusqu'à leur départ. Elles vont d'ailleurs couper court à leur week-end en prétextant qu'elles étaient malades et rentrent du coup beaucoup plus tôt que prévu. Les policiers acceptent et gardent du coup l'homme enfermé le temps que les deux filles sont encore dans l'appartement voisin. La fin de leur week-end se passe pas forcément bien, étant donné qu'elles sont terrorisées et qu'elles s'imaginent des scénarios de ce que l'homme aurait pu leur faire si elles n'avaient pas appelé la police et si l'homme avait vu qu'elles étaient rentrées dans l'appartement. Elles en ont parlé à personne, mais elles nous disent que ça leur a fait un bien fou d'en parler sur Reddit. Elles nous précisent qu'il faut toujours garder son sang-froid et ne jamais parler aux inconnus. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Too many things going on.